Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du chapitre probabilité, partie dans laquelle nous n'allons pas encore calculer de probabilité, mais nous allons apprendre à compter. Plus précisément, à dénombrer des situations à partir d'expériences aléatoires qui vont conduire à des événements qui peuvent nous intéresser en particulier. Nous allons voir les bases du dénombrement à partir du moment où ça peut aller vers des choses très très compliquées. Et pourtant, vous verrez que ces bases sont déjà d'un abord pas extrêmement faciles. Alors, pour cela, il va être très important de bien schématiser les situations que l'on va traiter et on aura avantage à représenter un objet comme étant un ensemble initial de possibilités et à partir duquel on va extraire des résultats. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Lorsqu'on réalise une expérience aléatoire, il s'agit de piocher des éléments dans un sac ou de lancer un ou plusieurs dés ou une ou plusieurs pièces de monnaie pour jouer à pile ou face ou de tirer une ou plusieurs cartes à partir d'un jeu. Donc on a affaire à un objet physique. Même s'il n'est pas représenté physiquement devant nous sur une table, on peut imaginer que c'est un objet qui représente un ensemble de possibilités. Une expérience est tentée, et on va voir évidemment des exemples, et cette expérience conduit ou peut conduire à plusieurs résultats possibles que l'on va appeler des issues. L'important pour nous est de bien connaître l'univers dans lequel l'expérience réalisée sur l'objet peut nous faire atterrir. L'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire. Et en particulier, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui apparaît avec un dièse ici, c'est le nombre d'éléments que possède cet univers. Dénombrer, c'est faire ça. Savoir combien d'issues peuvent advenir à l'issue justement d'une expérience aléatoire. Donc évidemment, on va énormément se baser sur des exemples dans tout ce cours. Un exemple, jouer à pile ou face. L'objet qu'on considère, c'est une pièce de monnaie qui est un ensemble initial de deux possibilités, pile, face. À partir de cet objet, on va créer un jeu qui consiste à le lancer deux fois. Alors on peut lancer une pièce de monnaie deux fois ou lancer deux pièces de monnaie en même temps, ça reviendra exactement au même. Chacune des deux pièces va produire un résultat qui, d'une manière aléatoire, va être pile ou face. Donc à l'issue des deux lancers, nous avons des couples de résultats. Et donc on peut avoir pile-pile ou pile-face ou face-pile ou face-face. Si une pièce de monnaie présente indifféremment une chance sur deux pour nous faire obtenir pile ou face, alors l'univers va être composé ici de quatre éventualités ou quatre issues qui seront également équiprobables. C'est-à-dire que chacune des quatre issues a une chance sur quatre de sortir. L'univers, en tout cas, est un ensemble de quatre éléments. Voyons un deuxième exemple, lancer d'un dé. Je considère donc mon objet qui est un dé, qui à lui seul représente 6 possibilités. Donc l'ensemble de départ, notre ensemble initial, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je décide d'effectuer 3 lancers de dés. Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est les résultats que je peux avoir devant les yeux à l'issue de 3 lancers. Donc ça peut être un triple 1, ou un 1, 2, ou 5, 6, 4, ou 3, 3, 4, ou etc. Et là, je commence à m'apercevoir que si je décide d'écrire les différentes issues de l'univers, ça peut être long. Donc notre objectif dans ce chapitre, c'est de savoir dénombrer l'univers sans avoir à lister toutes les issues de cet univers. Donc il va falloir être un petit peu plus malin que le simple fait d'écrire toutes les issues les unes derrière les autres. Alors ici, il y en aura 216. On peut encore le faire physiquement. Mais dans des expériences qui conduisent à 200 000, 1 million ou 10 millions de possibilités dans l'univers, il est impensable d'aller écrire les issues. Alors, pour continuer justement dans cette démarche, on a besoin de savoir un petit peu comment se forment les issues dans notre univers. Si on veut dénombrer quelque chose, il faut savoir quelle est la structure de ces choses-là, justement. On va non seulement essayer de décrire les choses, et puis voir, une fois qu'on décrit quelques exemples, s'il existe des cas différents, vraiment des cas de figure physiquement différents qui pourraient conduire éventuellement à des formules différentes. Donc je reprends un exemple, celui du pile ou face.
Et donc, je ne dessine plus ma pièce de monnaie, hein, mon ensemble initial, c'est l'ensemble PF. Je désigne par petit n le nombre d'éléments de l'ensemble initial. Et je décide de, cette fois-ci, 3 lancers de pièces. J'appelle petit p le nombre d'essais que l'on fait avec notre objet initial. Pour arriver à dénombrer les issues possibles, il faut en avoir au moins une, et très souvent ça sera plus d'une qui sera nécessaire sous les yeux. Donc c'est un très bon moyen de voir un petit peu ce qui se passe. Un exemple d'issue, j'obtiens pile, pile et face. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Bon, très bien, je laisse ça de côté. J'envisage maintenant un deuxième exemple en prenant un objet complètement différent, un jeu de cartes. Mon jeu de cartes, je ne vais pas non plus lister ses éléments, puisqu'il y en aura ici 52, mais on se doute de quoi il est composé. Je veux piocher 3 cartes, au hasard. Un exemple d'issue, ça peut être le roi de pique, le valet de cœur et le 8 de trèfle. Alors, est-ce que ces deux expériences sont fondamentalement différentes, ou alors est-ce qu'elles sont vraiment basées sur le même modèle et doivent conduire au même calcul pour compter et dénombrer les issues? En fait, non, il y a des différences entre les deux. Déjà, je rappelle que je note petit n le nombre d'éléments disponibles dans l'objet de départ, et petit p le nombre d'éléments à choisir à partir de l'objet de départ, pour former une issue. Il y a 2 questions qu'on se pose et qu'il faudra se poser systématiquement. C'est d'abord celui de la répétition, celle de la répétition. En formant mon issue, est-ce que j'ai eu le droit de répéter un des résultats de mon élément de départ? Dans le premier exemple, oui. Pile a été retrouvé 2 fois. En même temps, si je lance 3 pièces de monnaie, eh bien, au moins 2 pièces donneront le même résultat. Il ne peut pas en être autrement. Par contre, si je pioche des cartes dans un jeu de cartes, je ne vais pas obtenir 2 fois le roi de pique. Donc une issue qui serait roi de pique, 8 de trèfle serait parfaitement impossible. Donc on se doute bien que dans le deuxième exemple qui est pris au-dessus, on va avoir moins de cas de figure possibles que dans le premier exemple. Alors il se trouve que dans le premier, petit n égale 2 et dans le deuxième, petit n égale 52, donc ça jouera aussi. Mais on s'aperçoit qu'on a des restrictions dans le deuxième exemple. Deuxième question qu'il faut impérativement se poser et qui est indépendante de la première, c'est celle de l'ordre. Est-ce que je tiens compte des ordres différents possibles dans une issue donnée? Autrement dit, je reprends l'exemple des cartes cette fois-ci. J'ai obtenu roi de pique, valet de cœur, 8 de trèfle. Si j'avais obtenu valet de cœur, roi de pique, 8 de trèfle, est-ce que je devrais compter ça comme une issue différente? Ça dépend des règles du jeu, mais en majorité, quand on joue aux cartes, peu importe l'ordre des cartes qui arrivent dans nos mains, ce qui compte, ce sont les cartes qui sont arrivées. Donc ici, on ne tiendrait pas compte de l'ordre. Par contre, lorsqu'on lance des pièces de monnaie, chaque pièce produit son résultat. Donc PPF n'est pas équivalent à PFP. Nos pièces ont fait quelque chose de physiquement différent avec PFP par rapport à PPF. Donc je dois prendre en compte cette possibilité-là. Donc là encore, le fait de tenir compte de l'ordre va démultiplier les nombres d'issues possibles à l'arrivée. Tenir compte de tout ça, ces 4 éléments-là, c'est faire du dénombrement et donc pouvoir comptabiliser le nombre d'issues possibles. Alors, bien évidemment, on va se trouver confronté à 4 cas de figure différents, suivant les réponses oui ou non aux 2 questions. Premier cas de figure, ce qu'on appelle les P-listes. C'est le cas où on répond oui aux 2 questions. Donc je prends un exemple différent, un peu plus abstrait. Mon ensemble initial, c'est l'ensemble des entiers 1, 2, 3, 4, 5. Et je dois piocher 2 entiers dans cet ensemble pour former des nombres de 2 chiffres. En dénombrement, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Quand je dis que je dois former des nombres de 2 chiffres, il n'est pas interdit de prendre 2 fois le même chiffre. Quelles sont les possibilités? Ici, elles sont suffisamment peu nombreuses pour qu'on les voit toutes. Donc j'en profite pour les afficher. Voilà tout ce qu'on peut faire pour former des nombres de 2 chiffres à partir de l'ensemble initial. Et il suffit de regarder ce tableau pour constater qu'il y a 25 issues possibles. Alors, le but du jeu maintenant, ça va être de savoir comment, à partir de petit n et petit p, on peut arriver à ce résultat 25.
Je constate au fait que la répétition était permise pour former une issue. Alors, elle n'est pas systématique, hein, mais par exemple, quand je forme le nombre 11, j'ai répété 2 fois le 1. Par contre, quand je forme le nombre 42, j'ai pris un 4 et un 2, il n'y a pas eu de répétition. Mais en tout cas, la répétition est permise. L'ordre maintenant. Oui, il faut prendre l'ordre en compte, parce que 12, par exemple, ça n'est pas 21. On nous demandait au départ de former des nombres de 2 chiffres. Donc si je pioche d'abord le 1 puis le 2, ou alors d'abord le 2 puis le 1, mon résultat n'est pas le même. Donc je dois compter 2 fois, si vous voulez, ou comptabiliser tous ces résultats. Lorsque les deux réponses sont oui, les issues sont nommées p-listes. Donc ici, ce sont des 2 listes, hein, de la valeur de p égale 2. Des nombres de 2 chiffres sont des 2 listes. Alors, on n'a pas encore vu comment on pouvait calculer ce résultat 25, mais on ne va pas tarder à le voir à l'aide d'un arbre. Si je crée un arbre pour visualiser tous les choix qui sont possibles, pour obtenir le premier chiffre, eh bien, j'avais 5 possibilités. Je peux piocher le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Et une fois que le premier chiffre est pioché, j'ai encore les mêmes possibilités pour le second. Et donc, j'ai une lecture ici verticale de tous les résultats possibles. Si je lis de gauche à droite, en suivant chaque chemin de l'arbre, eh bien, je retrouve 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, et ainsi de suite. Et donc, j'ai sous les yeux les 25 issues de mon expérience. Mais là, je vois pourquoi il y en avait 25. Parce que j'ai 5 groupes de 5 branches. Donc, j'ai 5 au carré, ce qui se traduit dans le cas général par n puissance p. Si vous avez n choix possibles et que vous devez faire p répétitions de ces choix, eh bien vous aurez n puissance p possibilités à l'arrivée. Donc si je devais choisir un troisième chiffre pour former des nombres de 3 chiffres, eh bien au bout des 25 terminaisons de branches de cet arbre, je devrais rajouter au bout de chacune 5 terminaisons, et ce qui me ferait 5 fois 5 fois 5, 125 résultats possibles. Voilà, donc là, on ne va pas aller plus loin dans la démonstration, hein, on vient de visualiser un petit peu ce qui nous intéressait. Une p-liste est donc une liste ordonnée de p éléments dans un ensemble, avec répétition possible. Donc dans la définition, on retrouve la notion d'ordre et de répétition. Le nombre de possibles p-listes formés parmi n éléments est n puissance p. Et là, on va commencer à remplir un tableau dans lequel se trouvent les 4 croisements possibles entre les réponses aux 2 questions de l'ordre et de la répétition. Si les 2 réponses sont oui, on est dans le cas des p-listes et on doit calculer n puissance p. Dans l'exercice 8 de votre document, vous avez 3 questions indépendantes qui sont posées et on le vérifiera, qui nous feront atterrir sur des p-listes. Alors, je vais reprendre ces questions dans une nouvelle diapo et on va essayer de les résoudre d'une manière, on va dire, détaillée. De combien de façons peut-on placer 2 objets dans 3 tiroirs? Alors, pour ce genre de questions, comme pour n'importe quel autre en dénombrement, si on a perdu de vue la schématisation du problème, on risque de se tromper lourdement ou de ne pas savoir du tout quoi faire. Donc je vais reprendre mon schéma de l'ensemble initial dans lequel je dois piocher. Je dois ranger 2 objets et à chaque fois, je me demande dans quel tiroir je vais ranger un objet. Donc mon ensemble initial, c'est celui des 3 tiroirs. Tiroir 1, tiroir 2, tiroir 3. Petit n égale 3. Je dois faire 2 choix pour ranger mes 2 objets. Donc n égale 3, p égale 2. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer au bout de la flèche. Au bout de la flèche se trouve l'ensemble des issues possibles, c'est-à-dire de tous les rangements possibles. Par exemple, je peux mettre mon objet A dans le tiroir 1 et mon objet B dans le tiroir 3. Donc c'est une des issues possibles. Je peux aussi mettre A dans le tiroir 3 et B dans le tiroir 1. Autrement dit, si je change l'ordre des 2 résultats que j'avais obtenus au-dessus, ça me donne une issue différente, un rangement différent. Donc je dois tenir compte de l'ordre. Enfin, est-ce que j'ai le droit à la répétition? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de ranger les 2 objets dans le même tiroir? Oui, ça n'est pas interdit dans la question. Donc, la question de l'ordre et celle de la répétition ont toutes les deux pour réponse oui. Je suis dans les p-listes. Et donc, je vais calculer tout bêtement 3 puissance 2. Il existe 9 rangements possibles.
Deuxième question. Combien de nombres de 4 chiffres contiennent uniquement les chiffres 1, 2 ou 3? Donc, par exemple, 1123, 3122, bon, etc. Pour former une issue, c'est-à-dire un nombre de 4 chiffres, je dois piocher 4 chiffres. Donc, ensemble dans celui-là. 1, 2, 3. Donc, n égale 3 et p égale 4. Et bien sûr, on aura encore avantage à écrire quelques issues pour avoir matière à réflexion sur ce cas. Donc, j'écris par exemple 2312. Voilà, je pioche le 2, le 3, le 1, puis le 2. Et si je change l'ordre de ces éléments, 2321, est-ce que c'est la même issue ou pas? Ben non, c'est une issue différente, puisqu'on doit former des nombres, et que l'ordre des chiffres dans un nombre, ça compte. Donc on tient compte de l'ordre, et puis dans le même temps, on s'aperçoit que la répétition, elle est non seulement possible, mais elle est obligatoire. Si vous piochez 4 fois dans un ensemble de 3 éléments, vous allez devoir répéter. Donc on est toujours dans les playlists, et on a calculé 3 puissance 4. Il existe 81 nombres, ni plus ni moins, de 4 chiffres qui contiennent uniquement des 1, des 2 ou des 3. Et ça va de 1111 à 3333. Alors comme il n'y en a pas énormément, hein, si vous voulez vérifier en les écrivant tous, bah, écoutez, vous pouvez vous retrousser vos manches et vous y allez. Troisième question, combien de mots de 5 lettres obtenons-nous avec A, B, E, M, I, R, O? L'ensemble initial, c'est l'ensemble des lettres A, B, E, M, I, R, O. Donc n égale 7, voilà le nombre d'éléments disponibles. Combien est-ce qu'on doit en piocher pour former nos issues? 5. Je vais donc écrire un exemple d'un mot de 5 lettres formé à partir de ces lettres-là. Bimor. Je précise qu'un mot, c'est une suite de lettres. D'accord? On a précisé dans quelle langue on voulait écrire des mots. Donc tout est permis. Alors, je vais à nouveau me poser la question de l'ordre. Si je change l'ordre, mais avec les mêmes lettres, est-ce que ça fait un mot différent? Oui, bien sûr. Est-ce que la répétition est permise? Est-ce que biror est possible? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de prendre 2 fois le R? Oui, parce que rien ne l'interdit dans la question posée. Donc je suis dans les playlists, et donc le nombre de mots différents de 5 lettres, c'est 7 puissance 5. Ça fait quand même 16 807 mots différents. Je vous déconseille de tenter de les écrire tous. Vous allez y perdre votre latin. Alors, 16 807, c'est la première fois qu'on rencontre un nombre quand même relativement important. Pour vous dire que les résultats que l'on obtient ne sont pas spécialement intuitifs. Voilà, on ne pouvait pas penser dès le départ qu'il y avait 16 807 façons d'arranger des lettres entre elles pour former des mots de 5 lettres à partir de seulement 7 lettres. Donc, à partir du moment où des résultats ne sont pas spécialement intuitifs, il faut vraiment avoir de la méthode et avoir confiance dans son raisonnement et dans la formule qu'on applique. Voyons maintenant un autre cas de figure, celui de ce qu'on appelle les arrangements. Où cette fois-ci, les 2 réponses ne seront pas oui. Je reprends mon ensemble initial de 5 éléments. Je veux toujours former des nombres de 2 chiffres, mais cette fois-ci, 2 chiffres différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interdis la répétition cette fois-ci. Le 11, le 22, 33, 44, 55 ne sont plus permis. Donc on va avoir moins d'issues que précédemment. Cette fois-ci, on n'en a plus 25, on en a 20. Et le but du jeu, encore une fois, c'est comment calculer 20 à partir de n égale 5 et p égale 2. Comment trouver une formule directe qui nous permette d'arriver à un résultat. Je refais un petit topo de la situation comme dans la diapo précédente. Donc cette fois-ci, j'interdis la répétition, mais par contre, je continue de tenir compte de l'ordre. C'est-à-dire que 12, ça n'est pas 21. On nous a demandé de former des nombres. À partir du moment où les réponses sont non et oui, dans cet ordre-là, les issues sont appelées des arrangements. Alors on s'aperçoit que les arrangements sont une partie des playlists. Il y en a un petit peu moins que les playlists, voire beaucoup moins, ça dépend des exemples. Alors on va construire un arbre de choix pour voir cette fois-ci pourquoi on arrive à 20 arrangements. Ben, c'est très simple. Pour le premier chiffre à choisir, on a 5 possibilités, mais une fois qu'il est choisi, on a interdiction de le répéter. Donc pour le second chiffre, on n'a plus que 4 possibilités. Et du coup, notre arbre possède combien de chemins? 5 fois 4. Ça n'est plus 5 fois 5. Alors comment, à partir de n égale 5 et p égale 2, avoir l'idée de calculer 5 fois 4?
On s'aperçoit qu'on doit multiplier deux nombres entre eux en commençant par 5 et en allant dans une direction dégressive. 5 fois 4. Si j'avais un troisième chiffre à choisir, j'aurais un troisième niveau dans l'arbre où à chaque terminaison sont construites 3 nouvelles branches. Et donc le nombre total d'issues serait égal à 5 fois 4 fois 3. D'accord? Donc on est dans une dégressivité encore une fois. Et donc, à partir de là, on va pouvoir accéder à une formule générale. Cette formule générale, on peut la connaître. Lorsqu'on passe des concours à la fin de la deuxième année, on nous demande de le faire sans calculatrice, donc on doit connaître ce genre de formule à la main, enfin, et de l'appliquer à la main, pardon. Mais en première année, au programme en IUT, vous avez une calculatrice qui connaît très bien les arrangements et qui a en mémoire sa formule. Donc il suffira d'aller dans le bon mode pour obtenir un résultat. Je redéfinis donc les arrangements. Un arrangement est une liste ordonnée de P éléments différents pris dans un ensemble. Donc différents, on interdit la répétition. Le nombre de possibles arrangements de P éléments pris dans un ensemble de N éléments est quelque chose qui se note ANP. Donc je place un grand A pour arrangement, petit n en indice, petit p en exposant. Donc c'est simplement des indicateurs, hein, des paramètres. Et dans l'exemple qu'on avait précédemment, donc on aurait à écrire A52. La formule générale est celle-ci. Factoriel n divisé par factoriel n-p. Alors, je dois donc donner un petit détail de ce qu'est une factorielle. Quand j'écris factoriel 5, par exemple, donc 5 points d'exclamation, ça signifie 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, regardons un peu ce qui se passe avec le A52 qu'on obtenait dans l'exemple précédent. Je dois diviser factoriel 5 par factoriel 5 moins 2, c'est-à-dire factoriel 3. Au numérateur, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Au dénominateur, 3 fois 2 fois 1. Après simplification, qu'est-ce qui nous reste? 5 fois 4. 5 fois 4 égale 20, on obtient notre résultat. Donc voilà à quoi doit absolument ressembler la formule générale pour pouvoir être applicable à n'importe quelle valeur de n et de p. Alors c'est cette formule que vos calculatrices ont en mémoire et que vous n'aurez pas à appliquer en exercice ou en devoir. Je replace les arrangements dans mon tableau récapitulatif. J'interdis la répétition, mais je tiens toujours compte de l'ordre. J'ai mes arrangements à NP. Alors, voyons bien entendu comment les obtenir sur la calculatrice. Si vous avez une Casio, vous entrez d'abord la valeur de n, avant toute chose. Par exemple, vous écrivez 5. Ensuite, la touche option en haut à gauche. Vous choisissez à l'écran prob, probabilité évidemment, et le menu écran NPR, puis vous entrez la valeur de P. Votre Casio va vous écrire 5P2. P majuscule, hein, bien sûr, avec NPR. Alors pourquoi ce P majuscule et pas notre A majuscule? Parce que les Casio fonctionnent en anglais, hein, dans les options, et donc arrangement en anglais, ça se dit permutations. D'accord? Donc les permutations. Pour une TI, vous devez faire le même schéma, vous entrez N, sauf que cette fois-ci, c'est avec la touche Mat que vous choisissez le menu Proba et vous choisissez NPR ou Arrangement. Dans la plupart des TI, c'est le mot Arrangement qui est écrit en toutes lettres. Une fois que vous sélectionnez ça, vous écrivez la valeur de P à la fin. Et donc votre TI va vous écrire 5 arrangements 2. Là, vous validez. Et puis, après avoir validé que ce soit Casio ou TI, bien sûr, elle vous affiche directement le résultat qui est 20. On va en profiter donc pour traiter 3 questions qui nous conduisent à des arrangements. Combien de couples délégués assistants, je complète la question, peut-on élire à partir de 25 étudiants? Imaginons que tout le monde se présente. Encore une fois, si vous n'avez pas la schématisation de l'ensemble initial des tirages et des issues à droite en tête, ça risque d'être compliqué. Pour former des couples, qui sont nos issues, je dois piocher 2
étudiants parmi 25 possibles. Donc étudiant 1, étudiant 2, etc. jusqu'à étudiant 25. Petit n égale 25. Vous devez piocher 2 étudiants. Donc imaginons qu'on ait choisi l'étudiant 4 et l'étudiant 12. Première question, est-ce que le choix E12, E4 serait le même que E4, E12? Si on regarde l'énoncé de la question, non. On doit élire un délégué et un assistant. Donc il y a un étudiant qui va être délégué et un autre qui va être assistant. Et donc l'ordre du choix compte. Donc on doit tenir compte de l'ordre. Par contre, la répétition, bien sûr qu'elle est impossible. Je ne vais pas élire 2 fois le même étudiant pour les 2 postes. Donc non, je ne tiens pas compte des issues dans lesquelles apparaissent des répétitions. Donc je ne suis pas dans les playlists, je suis dans les arrangements. Et donc je ne dois pas calculer 25 puissance 2, mais je dois calculer 25 fois 24. Ou alors je demande même à la calculatrice, arrangement 25, 2. Donc 25, arrangement 2. À l'issue de ça, on obtient 600. Avec les playlists, on aurait obtenu 25 au carré, 625. Mais on a dû enlever les 25 playlists qui contenaient des répétitions. E1, E1, E2, E2, E3, E3, etc. jusqu'à E25, E25. Deuxième question. Combien est-ce qu'on peut former d'empilements de 3 blocs choisis parmi 10 blocs de couleurs différentes? Donc, j'ai un ensemble initial qui contient 10 blocs. Alors, j'ai mis des points de suspension. Admettons qu'il y en ait un rouge, un vert, un bleu, un jaune, etc. Voilà. J'ai 10 couleurs différentes. Et je dois en piocher 3 pour les empiler. Donc, admettons que j'empile le rouge, le vert et le jaune. Le rouge est en bas, le vert au milieu, le jaune en haut. Si je change l'ordre, mais avec les 3 mêmes éléments, est-ce que ça change mon issue? Oui, bien sûr. Dans un empilement de 3 blocs, l'ordre des 3 couleurs correspond et participe à cet empilement. Donc si je change l'ordre des couleurs, je change d'empilement. Est-ce que je peux choisir vert, rouge, rouge? Non, parce que les 10 blocs dans lesquels je peux choisir sont de couleurs différentes. Donc je ne peux pas répéter une couleur. Je suis dans les arrangements. Je demande à ma calculatrice A10, 3. Mais si vous avez retenu le principe de l'arbre pour le calcul des arrangements, ça veut dire 10 fois 9 fois 8. 9 fois 8, 72, fois 10, 720. Dernière question, combien de mots de 5 lettres différentes existent avec A, B, E, M, I, R, O? Donc, on a l'impression que c'est la même question que précédemment, c'est-à-dire dans une diapo précédente, mais non, cette fois-ci, on nous dit 5 lettres différentes. On n'a pas le droit de répéter une lettre. Et là, on va s'apercevoir que ça va beaucoup changer notre résultat. Donc, le mot bimore est toujours possible. Le mot biomre est toujours un mot différent, donc je tiens compte de l'ordre. Mais le mot biror, cette fois-ci, est interdit. Et tout mot qui possède au moins une répétition de lettres va être interdit. Donc cette fois-ci, on n'a pas à calculer 7 puissance 5, mais A7,5. A7,5, avec le principe de l'arbre, ça signifie 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3. Ça fait beaucoup, mais on est très très loin des 16 807 résultats que proposait 7 puissance 5. C'est-à-dire que sur les 16 807 mots de 5 lettres possibles, il y en avait plus de 14 000 qui possédaient au moins une répétition. Et seulement 2520 ne possèdent pas de répétition. Allons voir maintenant du côté des combinaisons. On change encore les règles du jeu et on change les réponses aux 2 questions, ordre et répétition. J'ai toujours un ensemble initial 1, 2, 3, 4, 5, mais cette fois-ci, je ne veux pas former des nombres de 2 chiffres, je veux simplement prendre 2 chiffres différents. Donc c'est le cas du tirage simultané, c'est-à-dire que mon ensemble initial, je considère que c'est un sac dans lequel se trouvent 5 jetons numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Je plonge la main, j'en choisis 2. Voilà ce qui se passe. Donc fatalement, les 2 éléments que je pioche sont différents. Et surtout, je les pioche en même temps. C'est-à-dire que je n'ai plus à tenir compte de l'ordre dans lequel ils arrivent en même temps. Donc si j'ai le jeton 1 et le jeton 2 dans ma main, je ne vais pas comptabiliser le fait d'obtenir par ailleurs le jeton 2 et le jeton 1. C'est le même résultat. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on a dans notre main et pas dans quel ordre ils sont apparus. Cette fois-ci, on avait 20 arrangements, on a 10 combinaisons. Donc les combinaisons sont, entre guillemets, des arrangements sans ordre. Et donc, le nombre de combinaisons
c'est le nombre d'arrangements divisé par quelque chose. Dans notre exemple, on a fait une division par 2. Au fait, les deux réponses à nos deux questions sont non cette fois-ci. Je ne tiens pas compte de la répétition, je ne l'autorise pas, et je ne tiens pas compte de l'ordre. Alors, on va définir ça donc, comme d'habitude, mais on va quand même voir, puisqu'on a vu qu'il y avait un lien avec les arrangements, quel est ce lien? Les combinaisons, je les note entre accolades. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'ensemble obtenu à partir de mon ensemble de départ. Et donc, je retrouve ici listé mes 10 combinaisons possibles. Chacune de ces combinaisons aurait pu être déclinée dans 2 ordres différents si j'avais voulu tenir compte de l'ordre. 1, 2 et 2, 1 sont ce qu'on appelle les permutations de la combinaison 1, 2. Donc ce sont les 2 ordres différents possibles de la combinaison correspondante. Et donc j'en ai 2. J'aurais pu faire ça avec les autres combinaisons. Mais à ce moment-là, tout ce que je viens d'obtenir, ce sont les 20 arrangements que j'avais trouvés précédemment. Et donc je vois que pour obtenir le nombre de combinaisons, bien entendu qu'il fallait diviser le nombre d'arrangements par 2. Puisque chaque paire d'arrangements peut être obtenue, et donc justement je peux classer mes arrangements. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1. Donc chaque paire d'arrangements correspond à une paire de permutations d'une unique combinaison. Alors tout ça, ça nous conduit, encore une fois sans plus de démonstration, à une formule générale pour pouvoir calculer des combinaisons. Une combinaison est un ensemble, donc pas d'ordre, formé de P éléments différents, donc pas de répétition, pris dans un ensemble. Le nombre de combinaisons de P éléments pris dans un ensemble de N éléments est, alors j'utilise entre guillemets l'ancienne notation avec la lettre C, CNP, et non plus ANP pour les arrangements, qui cette fois-ci va être égal, alors ça va beaucoup ressembler à la formule des arrangements bien entendu, mais ce qui va changer c'est au dénominateur. C'est factoriel n divisé par factoriel p factoriel n-p. On reconnaît dans les deux éléments factoriel n et factoriel n-p ce qui nous avait permis de calculer des arrangements, mais on divise en plus par factoriel p, et c'est cette fameuse division qu'il faut opérer sur les arrangements pour obtenir des combinaisons. Qu'est-ce que c'est factoriel p? Factoriel p, c'est le nombre d'ordres possibles de p éléments pris entre eux. Donc si je pense à ma combinaison 1, 2 tout à l'heure, qui possédait 2 éléments avec p égale 2, eh bien combien d'ordres possibles existent pour cette combinaison? 2. 1, 2 et 2, 1. Or, factoriel 2, factoriel p, vaut 2 fois 1, qui vaut 2. Par contre, si je crée des combinaisons de 3 éléments, prenons les chiffres 1, 2, 3, combien d'ordres différents possibles existent avec 1, 2, 3? Il n'y en a pas 3, il y en a 6. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ça me fait 6 ordres différents. Comment retrouver ce 6 sans avoir à établir la liste? Par factoriel 3. Donc toujours ce factoriel p qui est en dénominateur de cette formule. Factoriel 3, qu'est-ce que c'est? Par définition, 3 fois 2 fois 1. Or, 3 fois 2 fois 1 égale 6. C'est ce qu'on appelle en français des permutations. On est sur un cas particulier d'arrangement, en fait. Et ce qui est un petit peu malheureux, d'ailleurs, c'est qu'en anglais, on parle de permutation ou d'arrangement avec le même mot, permutations. C'est pour ça que sur les Casio, on trouve un P majuscule, même pour des arrangements. Alors, on pourra voir dans un exercice, hein, dans des exemples qu'on va prendre après, comment calculer de tête un nombre de combinaisons pas trop important. Mais je vous dis tout de suite que, bien entendu, votre calculatrice a cette formule en mémoire et que vous pourrez lui demander un résultat aussi facilement que pour des arrangements. Voilà, dans mon tableau récapitulatif, on retrouve les combinaisons dans le croisement non-non des réponses. J'en profite aussi pour dire que en Bac plus 1 ou Bac plus 2, la 4e case de ce tableau n'est jamais au programme. Les cas de figure existent pourtant hein, dans la réalité, dans des expériences aléatoires qu'on peut mener. Les cas où donc on autorise la répétition, mais où on ne tient pas compte de l'ordre des éléments à l'arrivée. Donc c'est une formule un petit peu plus compliquée. Je vous la livre ici pour que le tableau soit complet, mais ça n'est pas au programme. Donc il s'agit de quelque chose qui va se noter gamma NP cette fois-ci.
et qui nous fait faire des calculs de combinaison. Alors, cette parenthèse qui apparaît dans la formule, c'est en fait un C majuscule de combinaison, mais en nouvelle notation, où le nombre qui devrait se trouver en bas à droite dans une notation C apparaît tout en haut ici. J'en profite pour introduire la nouvelle notation des combinaisons, et où il ne faut pas mettre n, mais n plus p-1, alors que le nombre deuxièmement cité dans les combinaisons reste p. Donc en notation C, si vous voulez, ça serait C, en bas à droite n plus p-1 et en haut à droite p. Voilà. Et là, donc, vous avez un tableau complet qui vous permet d'envisager n'importe quelle situation. Aucun des exercices que je ne proposerai ne me conduira à cette quatrième case. Hein. Par contre, on va respecter la règle du jeu de cette case n'est pas au programme. Sur les calculatrices, vous allez trouver au même endroit que les arrangements les combinaisons. Donc sur les Casio, vous aurez le menu NCR à côté de NPR. Le tout sera de ne pas vous tromper. Et sur les TI, vous aurez le mot combinaison juste en dessous ou en dessus du mot arrangement. On va se poser 3 questions pour illustrer ces combinaisons. Combien de couples possibles de délégués parmi 25 étudiants donc peuvent être élus? Cette fois-ci, on n'a plus les rôles distincts délégués-assistants. Donc on va se rendre compte qu'on ne tient plus compte de l'ordre. Notre ensemble initial est celui de 25 étudiants, on doit en choisir 2. Je choisis par exemple l'étudiant 4 et l'étudiant 12, mais le choix étudiant 12, étudiant 4 est le même. C'est le même choix, je ne veux pas le compter en double. C'est juste le couple de délégués que je viens d'élire. La question de la répétition, elle ne se pose presque plus ici, bien entendu, je n'ai toujours pas le droit de répéter. Donc mes 2 réponses sont non. Donc j'ai encore moins d'issues que je n'avais de playlist ou d'arrangement, j'ai des combinaisons. C25,2 égale 300. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'un calcul, on va dire, plus manuel? On se souvient que A25,2 signifiait 25 fois 24. Pour C25,2, je dois reprendre 25 fois 24, mais en plus, je dois diviser par factoriel 2, c'est-à-dire par 2. Donc 25 fois 24, ça va donner 600, divisé par 2, 300. Combien de mains de 8 cartes est-ce que je peux obtenir à partir d'un jeu de 32? Alors, les jeux de cartes, c'est typiquement des cas qui conduisent à des combinaisons. De même que, au fait, j'en profite, les lancers de dés ou de pièces de monnaie pour jouer à pile ou face, c'est typiquement ce qui conduira à des playlists. Donc ici, on va être dans les combinaisons, on va s'en apercevoir très facilement. Alors, vous voyez comment je note les cartes ici de mon jeu. Donc, ce que j'ai écrit dans mon ensemble initial, c'est As de cœur, Roi de trèfle, 8 de pique, Valet de carreau, Roi de pique, et ainsi de suite. J'ai à ma disposition 32 cartes, je dois en choisir 8. Alors, je ne vais pas écrire des issues complètes pour une question de manque de place, mais voilà, imaginons que dans les mains, j'ai 8 cartes, et ça commence par Roi de trèfle, 8 de pique, bon, et ainsi de suite. Si j'avais obtenu 8 de pique, Roi de trèfle, et les mêmes cartes que dans la première issue, ensuite, eh bien, ce serait le même jeu, donc je ne vais pas le comptabiliser 2 fois. Et puis, bien entendu, je ne peux pas obtenir 2 fois le 8 de pique, à moins d'avoir affaire à un tricheur en face de moi. Donc, je suis encore dans un cas de combinaison. Le nombre d'issues ici est C32,8. Je vous déconseille de tenter ça à la main. C32,8, c'est beaucoup trop énorme. Le nombre d'issues est égal à 201 376. Donc, en distribuant 8 cartes à partir d'un jeu de 32, vous pouvez avoir dans les mains 201 376 jeux différents. Donc, vous pouvez faire un certain nombre de parties avant de retomber sur le même jeu. Enfin, ce qui était les règles du jeu du loto initialement, combien de tirages de 6 entiers différents peut-on choisir entre 1 et 49? Donc j'ai mon ensemble initial qui contient 49 chiffres, ou nombres plutôt, excusez-moi, et je dois en choisir 6 au hasard. Par exemple, je choisis 13, 2, 7, 21, 9 et 43. Est-ce que si j'avais coché les mêmes nombres mais dans un ordre différent, ça serait un choix différent? Non, bien sûr. Ça serait exactement le même choix, vous auriez rempli la même grille. Est-ce que vous pouvez cocher 2 fois le 2? Non, la répétition n'est pas permise. Donc on est bien dans un cas de combinaison lorsqu'on joue au loto ou à l'euro-million, etc. Le résultat est ce qui s'appelle C49,6. Encore une fois, ne tentez pas ça à la main. Le résultat vaut 13 983 816.
Donc il y a à peu près 14 millions, en arrondissant, hein, de tirages possibles au loto. Et donc, avec ces règles de base, on avait une chance sur 14 millions de gagner, environ. Alors, on va voir un dernier cas de figure, uniquement basé sur des combinaisons, mais on pourrait évidemment décliner tout ce qu'on va voir sur des arrangements et des playlists. Ça serait quand même plus compliqué. Donc j'ai décidé d'inclure dans le programme uniquement le cas de la combinaison. Combinaison dans une partition. Donc ça, c'est extrêmement important. Hein, ça arrive à la fin parce que ça devait arriver à la fin, mais c'est un élément très important dans notre chapitre. Et on va voir tout de suite de quoi on veut parler. Pour l'instant, jusqu'à présent en tout cas, dans notre ensemble initial, on n'a pas fait de distinction entre les différents éléments. Mais imaginons que l'on prenne par exemple l'alphabet et qu'on souhaite faire vraiment une distinction nette entre les consonnes et les voyelles. Donc je fais un morcellement de l'ensemble initial, mais ce morcellement, dans la vidéo précédente, on a vu que ça s'appelait une partition, c'est-à-dire que je coupe en deux l'alphabet en consonnes et voyelles. Donc j'ai un effectif total de 26, j'ai un premier sous-effectif de 20 et un deuxième de 6. Je pioche 3 lettres simultanément, P égale 3, et donc je m'intéresse à l'ensemble des issues possibles. Si je ne faisais pas de distinction entre voyelles et consonnes, bien, je pourrais calculer le cardinal de oméga, donc le nombre d'issues possibles, assez simplement. Imaginons que mon ensemble initial soit un sac où 26 jetons ont des inscriptions, chacun avec une lettre, hein, A, B, C, D, etc. J'en pioche 3 simultanément, je m'aperçois rapidement que je suis dans un cas de combinaison, mais c'est important pour cette partie 1, 2, 4. Je suis effectivement dans un cas de combinaison, et donc je dois calculer C, 26, 3. Ça me donne le nombre total de pioches possibles de 3 lettres dans l'alphabet. Donc C26, 3, c'est un nombre d'ailleurs qui n'est pas petit, hein, ça fait, je crois, de mémoire 2600 à l'arrivée. Mais maintenant, j'aimerais créer des catégories dans mes issues également. Si je pioche 3 lettres dans l'alphabet, eh bien, je vais avoir soit 3 consonnes, ça va me forger un premier exemple de possibilité. Et donc j'ai un sous-ensemble grand A de oméga qui se compose de toutes les issues composées de 3 consonnes. CS, TGV, BTS, PS, etc., etc. Et j'aimerais bien en fait être capable de comptabiliser uniquement celle-ci à l'intérieur de oméga. Si je calcule C26,3, j'ai le cardinal de oméga total, mais j'aimerais bien calculer le cardinal de A tout seul. Ou alors le cardinal de B, qui contient les issues de oméga formées de 2 consonnes et une voyelle. EDF, DUT, BAC, PLI, etc. Ou alors les issues composées d'une consonne et de voyelles. FOU, IUT, ACE, LU, et ainsi de suite. Ou alors carrément les issues composées exclusivement de 3 voyelles. Donc le morcellement, c'est-à-dire la partition, pour parler d'une manière un peu plus mateuse, qui a été faite dans l'ensemble initial, va conduire à la catégorisation dans l'ensemble des issues à droite. Et ça, c'est évidemment extrêmement intéressant et extrêmement riche pour une foule d'applications. Alors, le cardinal de oméga, effectivement, vaut C26,3 2600. Comment calculer le cardinal d'un des sous-ensembles A, B, C ou D? Eh bien, en fait, quand on est dans un cas de combinaison, on peut carrément séparer les consonnes des voyelles. On peut calculer une combinaison exclusivement sur les consonnes et une autre exclusivement sur les moyennes. Ce qui est quand même très sympathique parce qu'à la fin, à l'issue de ça, on a le droit de multiplier entre elles les combinaisons. Donc si je veux savoir combien d'éléments sont présents dans A, eh bien je dis avec une première combinaison que j'ai dû piocher 3 consonnes parmi les 20 qui existaient dans l'ensemble initial et 0 voyelle parmi les 6. Alors ça ne sert pas à grand chose ici de multiplier par C6, 0, parce que si vous demandez à votre calculatrice, elle vous dira que C6, 0, ça vaut 1. Donc c'est comme dans cette formule-là une multiplication par 1. Ce qui compte ici, c'est C23 qui, à lui tout seul, vaut 1140. Voilà, donc il existe 1140 groupes de 3 consonnes à partir de notre alphabet. Pour calculer le cardinal de B, il va se passer quoi? Eh bien, seuls les chiffres du haut vont changer. Je vais calculer C22 fois C6, 1.
Donc, je calcule, si vous voulez, le nombre de façons que j'ai de choisir 2 consonnes, et je multiplie ça par le nombre de façons que j'ai de choisir une voyelle. Et ça me donnera le nombre de combinaisons au total de groupes formés de 2 consonnes et une voyelle. Et ça fonctionne très bien. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, encore une fois, d'une démonstration, hein, mais voilà, je vous affirme que ça marche comme ça. Mais ça marche comme ça uniquement quand on est dans des cas de combinaison. C'est là où il faut être vigilant. Hein, c'est qu'au début d'un exercice, assurez-vous bien que vous soyez dans un cas de combinaison. De la même façon, le cardinal de C vaut C21 fois C62, 300. Au fait, le deuxième résultat était égal au premier, c'est une coïncidence. D'accord ? Ça n'est évidemment pas systématiquement le cas. Enfin, le cardinal de D vaut C20 fois C63. C20 ne sert pas à grand chose. C63 tout seul vaut 20. Il y a évidemment beaucoup moins de groupes de 3 voyelles possibles que de groupes de 3 consonnes possibles, à partir du moment où il existe beaucoup moins de voyelles que de consonnes dans l'alphabet au départ. Vous pouvez vérifier, le total de ces 4 nombres vaut bien 2600. Bien entendu, tout ça est tout à fait logique et cohérent. On retombe bien, comme on dit, sur nos pattes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande maintenant de traiter les exercices correspondants dans la partie du cours dédiée au dénombrement. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo où cette fois-ci on calculera des probabilités. Promis.